Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder les troubles 10 à travers l'écriture. Voici un premier exemple, c'est la rentrée scolaire. Il est regrettable de voir comme cette petite fille, c'est une petite fille qui doit avoir 9 ans et demi, comme elle est déjà contrainte, tendue, stressée, tout est à sa place. Elle est très régulière, chaque mot, chaque lettre, tout est pensé, elle est d'une application extrême. On remarque aussi que la marge de gauche est à couper au couteau. C'est un signe de discipline. Cette petite fille, c'est une grande dyslexique et trouble associé. Elle fait tout ce qu'elle peut, elle a une volonté, une persévérance de faire pour arriver. Par contre, il y a un signe, moi qui m'inquiète, dans la ponctuation, non, c'est dans l'accentuation. Ce sont vraiment des accents qui trouent le papier et ça, c'est vraiment un signe de grande souffrance. Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai répertorié une trentaine de causes directes ou potentielles à la dysgraphie et d'autres troubles associés aussi. Bon, vous les retrouverez dans le manuel, mais je n'ai pas le temps de les développer ici. J'avais présenté ce charabia informatique à une formation dans les écoles. Il y a toute une histoire, il faut retrouver le texte qui est encadré. C'était dans le but de faire prendre conscience aux enseignants de ce que c'est de se mettre dans la peau d'un enfant à problème. Entre autres, décoder des signes abstraits pour les transformer en code graphique concret. La dyslexie est bien plus qu'une difficulté avec les lettres. Elle dépeint un fonctionnement global qui chapeaute d'autres troubles 10. La dyslexie décrit un trouble du décodage des informations symboliques comme l'identification des lettres, des mots, des chiffres. L'enfant dyslexié a une pensée en images, ce qui rend plus difficile la gestion de chaque lettre et chaque syllabe, surtout si en plus la phrase n'a pas de sens pour lui. En effet, l'enfant verra le mot en entier, d'où la difficulté d'écrire une lettre à la fois, l'une après l'autre, de façon linéaire et séquentielle. Un exercice qui proposerait à un enfant dyslexique ou présentant d'autres troubles associés de recouvrir une carte du monde au moyen de lettres en 3D, lettres mélangées pêle-mêle sur son bureau, trouvera assurément un chemin de réussite en combinant ses connaissances, son imagination et sa manipulation en 3D. Son enthousiasme le portera à associer une lettre à un pays, à l'écrire, et il progressera beaucoup plus vite par une approche concrète. Il cherchera peut-être à en connaître plus sur les habitants du pays, leurs coutumes, leur mode de vie, etc. Dans l'écriture de cette fillette âgée de 9 ans, on observe une importante dysorthographie consécutive à sa dyslexie, avec les mots « poisson » et « regarder ». L'attention du graphisme montre que l'enfant fait beaucoup d'efforts de concentration. Elle est assez lente, comme c'est souvent le cas chez les enfants dyslexiques, car il y a des arrêts, des hésitations et des retouches. Cependant, en général, la forme de l'écriture reste bien lisible, sauf quand il y a d'autres troubles comme la dyspraxie et l'hyperactivité. La dyspraxie est un trouble qui affecte la planification, l'exécution et l'automatisation des mouvements volontaires et coordonnés. Par exemple, si vous apprenez à conduire, le fait d'embrayer, de passer la première, de débrayer en même temps qu'accélérer, au début, vous allez devoir répéter plusieurs fois. Après, le mouvement, le geste s'automatise et vous n'avez plus de problème. Pour l'enfant qui présente une difficulté, un trouble d'ordre dyspraxique, c'est comme s'il devait à chaque fois recommencer la manœuvre. Donc vous imaginez dans les apprentissages scolaires et tout ce qui va autour, mais la vie d'un enfant, c'est quand même à l'école, c'est vraiment pas facile. La dysgraphie se trouve souvent au premier plan. Vous avez l'exemple d'écriture d'un petit garçon de 8 ans
Bon, l'écriture est malaisée, le déroulement graphique n'est pas automatisé, les mots se baladent un petit peu partout, ils ne tiennent pas la ligne de base. C'est une très grande difficulté d'écriture pour un trouble de cet ordre. De plus, l'écriture demande un très grand effort aux dépens des tâches de mémorisation et de compréhension d'un énoncé. Le même enfant. Le champ de bataille de l'écriture précédente s'est presque transformé en champ de marguerite. Quand on voit la délicatesse, la sensibilité qui émane de cette écriture, c'est phénoménal. Et cet enfant était vraiment très handicapé, carrément, par le fait de devoir écrire. Et il y a moyen de le rééduquer, je n'aime pas ce terme, mais c'est quand même une rééducation. Il a été entouré aussi par sa famille, il a reçu beaucoup d'affection. Et ce que je voulais dire à travers cette belle évolution, c'est qu'il faut quand même éviter de mettre trop vite l'enfant au clavier. Je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer avec à la fois l'enseignant, les parents et le ou la rééducatrice, et d'essayer de faire en sorte de motiver un maximum l'enfant. C'est très important parce que si à 8 ans, vous passez directement au clavier sans apprendre à écrire, ben là, c'est fini. Voilà, on retrouve, c'est le même enfant toujours, cette difficulté de respecter les lignes. C'était des lignes tracées au compas, des cercles, pas des lignes. Et l'enfant ne peut pas faire autrement que de les dépasser. Encore un exemple d'écriture d'enfants dyspraxiques avec d'autres troubles associés. Il y a certains mots qui sont quand même lisibles, mais on voit beaucoup d'arrêts. Il n'y a pas de rythme dans l'écriture, tout est coupé. Une écriture qui appartient à une enfant dyscalculique. C'est une belle écriture qui est bien claire, bien ordonnée, qui est concrète, très concrète. Ce qui explique peut-être aussi cette difficulté pour l'abstraction. Souvent, les enfants dyslexiques et dyscalculiques essaient de mettre de l'ordre dans leurs pensées, de clarifier les choses. Ils sont un peu plus lents, mais pour eux en tout cas, c'est clair. Il faut cependant faire la différence entre un vrai trouble 10 et un enfant qui serait freiné dans ses apprentissages parce qu'il demande de bonnes facultés d'analyse et d'abstraction. Voici une courte présentation de l'enfant dit à haut potentiel. Imaginez un enfant qui se trouve au sommet de l'arbre. Il aura une vue globale du paysage, de son environnement. Il verra l'ensemble des choses car il a à la fois la hauteur et la largeur de vue. Ce qui aura tendance à le déconcentrer parce que sa pensée diversifiée l'éloignera d'un sujet, par exemple, de départ. Un deuxième enfant est assis au pied de l'arbre. Cet enfant aura une vue détaillée sur les choses ou les sujets qui y a près de lui. Il verra les fourmis, il verra les brindilles d'herbe, les petites abeilles qui viennent butiner les fleurs, tout ce petit monde. Il sera plus concentré. Il aura une pensée plus convergente aussi, qui lui feront voir les choses dans le détail. Si l'enfant qui est en haut de l'arbre doit descendre au pied de l'arbre, il aura une pensée, une vision beaucoup plus limitée des choses. Il s'ennuiera vite car il ne pourra pas utiliser ses potentialités qui sont bien plus larges et plus étendues. En effet, sa pensée divergente implique un mécanisme où il peut trouver plusieurs solutions pour une même question. Par exemple, 1 plus 1 font 2. Mais pour lui, 1 plus 1, ça peut faire 1. Dans le cas du couple de ses parents ou d'une casserole avec son couvercle, la marmite, 1 plus 1, ça peut faire 3 à l'occasion.
quand il additionne papa, maman qui donne un enfant, ou ça peut faire 4 si ce sont des jumeaux, etc., etc. Donc ça peut partir à l'infini. Un petit garçon qui est en première année d'apprentissage d'écriture. Alors son tracé va dans tous les sens, il est présent sur toute la page, il envahit tout. Il n'a pas beaucoup de place pour écrire non plus, pourtant il n'a pas une écriture hors norme au point de vue de la taille. Je n'avais jamais vu un enfant aussi intelligent, aussi curieux de tout, aussi éveillé que celui-ci. La pensée en images rend ici la gestion de chaque lettre difficile, parce qu'il voit le mot d'abord dans son entièreté. Le fait d'écrire chaque lettre l'une après l'autre est quasi mission impossible. Il y a des arrêts presque entre chaque lettre, justement. On retrouve aussi dans son écriture la pensée en arborescence. Donc c'est cette pensée qui se déploie à l'infini et qui semble ne jamais pouvoir s'arrêter. Le même enfant qui a dessiné son arbre de rêve. Donc comme nous l'avions dit précédemment, le tronc représente le corps de l'enfant et la couronne représente plus le cérébral, la pensée, ainsi que les branches, la pensée, les buts dans la vie, ce qu'on a envie de faire, etc. Il y a des branches jusque sur le tronc, c'est énorme. Quand j'ai demandé à l'enfant pourquoi c'était un arbre de rêve, il m'a dit « Il a beaucoup trop de branches, il aimerait en avoir moins ». Quel bel exemple de pensée en arborescence et de pensée envahissante aussi avec ce dessin. Voilà son écriture, ça va beaucoup mieux. Sa maman m'a même dit avoir regardé à 2 reprises avant de savoir laquelle était l'écriture de la maîtresse et celle de son enfant. Bel exemple de suractivation du cortex frontal, chef d'orchestre du cerveau, considéré par certains comme le 4e cerveau. Ce petit garçon de 8 ans a du mal à trier les nombreuses informations sensorielles et à se focaliser sur celles qui sont vraiment importantes. Cet enfant présente trop de stimuli sensoriels et émotionnels pour pouvoir donner une forme concrète et correcte aux lettres. De plus, sa main ne peut suivre le flot de données qui se déverse en arborescence, sachant que tout est visité en profondeur. Tout est important. Le graphisme présente de nombreuses ruptures de rythme, les lettres s'entrechoquent, mais surtout, un plus grand écart entre les lignes serait bienvenu afin de ne pas pénaliser les enfants qui ont besoin d'espace. L'ensemble manque de respiration, d'oxygène. Écrire dans ces conditions relève du défi et demande un fameux courage à son scripteur. Voici un autre exemple concernant l'affectivité. Ce graphisme chahuté, perturbé, irrégulier, qui envahit toute la page et dont les mots ne tiennent pas la ligne, trahit une grande émotivité de la part de ce jeune adolescent de 12 ans. Les mots sont très serrés et les lettres s'interpénètrent, provoquant des enchevêtrements entre la zone supérieure et la zone inférieure. Ceci indique un besoin de participation, de se mêler aux autres, en bousculant un peu si nécessaire. Cet élève adopte un comportement envahissant car il cherche à sortir de sa prison. Le mot « libérer » écrit en grand en est le porte-parole. C'est un appel au secours chez ce garçon hyper émotif, doté d'empathie, qui abrite une grande sensibilité. Écriture filiforme. Ce brillant jeune homme de 16 ans présente des dons multiples. On note la vivacité d'esprit, la pensée est très rapide. Dans ce contexte, l'écriture filiforme permet aux idées diversifiées de s'exprimer par le biais de l'écriture manuscrite en estompant la forme des lettres. Sachant contourner les obstacles, le sujet s'adapte aux événements, malgré qu'ils lui en coûtent. Une légère irrégularité de direction des lettres indique qu'il vit une période de remise en question, propre à cet âge de la vie, où parfois certains choix s'imposent. Voilà. Si cette capsule vous a plu, je vous invite à vous rendre sur mon site
dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vos jeunes pousses et à bientôt.